En Zambie, la vallée de la Luangwa vient de connaître une terrible sécheresse. Et aujourd'hui, enfin, il pleut pour la première fois depuis plus de 6 mois. Les premières pluies sont porteuses de changements. La savane africaine desséchée se transforme en marais luxuriants. Pour beaucoup d'animaux, la brève saison des pluies est celle de la reproduction. La priorité n'est plus de survivre à la faim. Il faut procréer. Durant cette période, les animaux sont régis par leurs hormones. Les mâles de toute taille se disputent les femelles et les territoires. Les oiseaux s'accouplent et fondent une famille. La vallée de la Luangwa reprend vie. Mi-novembre, dans la vallée de la Luangwa. L'une des pires sécheresses de l'histoire touche à sa fin. Partout dans la vallée, les lagons et les cours d'eau se sont asséchés. Même la majestueuse rivière Luangwa a presque cessé de couler. Les animaux attendent désespérément la pluie. Enfin, l'orage éclate, salutaire et providentiel. L'eau imprègne la terre pour la première fois en 6 mois. C'est le début de la saison des pluies. Les orages et les pluies diluviennes vont se multiplier jusqu'à la fin du mois de mars. La vallée se métamorphose. Ces changements sont parmi les plus spectaculaires du continent africain. Les plaines poussiéreuses se couvrent de jeunes pousses. Les arbres secs se garnissent de feuilles. Une nouvelle vie commence. Les animaux disposent de 4 mois de répit avant que la pluie ne s'arrête à nouveau. Ils n'ont pas une minute à perdre. C'est la pleine période des naissances. Presque toutes les femelles impala mettent bas pendant les 15 premiers jours de la saison des pluies. À cette époque, les jeunes pousses riches en protéines sont excellentes pour la production du lait maternel. Un nouveau-né tient sur ses pattes quelques minutes après la naissance. Il reste caché quelques jours dans les fourrés, le temps d'être assez fort pour suivre sa mère et le reste du troupeau. Mais c'est aussi la saison de tous les dangers. Le petit n'est pas encore très stable sur ses pattes et il est à la merci des prédateurs.
La moitié des nouveau-nés sera tuée pendant les premières semaines de leur vie. Alors la stratégie des impalas est de multiplier les naissances. Ainsi, il n'y aura pas assez de prédateurs pour les manger tous. Pendant 2 mois, il pleut sans discontinuer. La rivière Luangwa se remplit. Longue de près de 800 km, c'est l'un des principaux affluents du fleuve Zambèze. À cette saison, elle gonfle et s'étend considérablement. Elle est même assez profonde pour submerger un éléphant. Pour beaucoup d'animaux, la Luangwa devient alors une frontière entre l'Est et l'Ouest. Ils doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir la franchir. Les éléphants sont d'excellents nageurs. Ils flottent en raison de leur forte stature, et lorsqu'ils se retrouvent la tête sous l'eau, leur trompe fait office de tuba. Pour les herbivores, en particulier pour ces géants, la métamorphose de la vallée est une bénédiction. Les éléphants n'ont plus à parcourir de longues distances pour trouver à manger. Ils peuvent désormais se remplir la panse en toute sérénité. À cette époque de l'année, l'herbe est leur principale source de nourriture. Pendant la saison sèche, ils recouvrent leur dos de boue ou de terre pour se rafraîchir et se protéger des rayons du soleil. L'herbe a peut-être la même fonction. Cet éléphanteau de 4 ans manque un peu d'entraînement. Les hautes herbes sont un paradis pour les insectes. Pour les aigrettes, c'est l'occasion rêvée de faire un festin. Elles optent pour la politique du moindre effort. Il leur suffit d'attraper les insectes délogés par les éléphants. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux à offrir ce service. Les zèbres y trouvent aussi leur compte. Les aigrettes chassent des insectes susceptibles de les piquer. Les zèbres ont un système digestif très résistant qui leur permet de survivre pendant la saison sèche. Ils assimilent une végétation moins tendre que les autres herbivores. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de faire les difficiles. Leurs lèvres très sensibles sélectionnent l'extrémité des jeunes pousses, plus juteuses et riches en nutriments. Ce zébro est le plus jeune du troupeau. Il n'a pas plus d'1 mois. Les rayures sont propres à chaque animal. Avec sa voix et son odeur,
Ce sont elles qui permettent au petit de reconnaître sa mère. Il va rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit sevré dans environ 6 mois. Le troupeau est constitué de plusieurs femelles et de leurs petits, sous la coupe d'un étalon dominant. Sa mission est de protéger sa famille des prédateurs et des mâles célibataires qui veulent lui voler son harem. Février. La saison sèche est déjà loin et la vallée de la Luangwa est désormais un autre monde. Les petits impalas grandissent vite. À 3 mois, les cornes des mâles ont même commencé à pousser. Mais ils têtent encore leur mère et ne seront pas sevrés avant 6 semaines. Les petits prennent leur indépendance à environ 5 mois. Ils ont beaucoup à apprendre en un temps limité. Les impalas sont parmi les seules antilopes à se toiletter mutuellement, et elles commencent dès leur plus jeune âge. Rendre l'appareil est la moindre des politesses. Leurs dents de devant sont légèrement mobiles. Elles font office de peigne pour arracher les tiques ou les poux. C'est une technique d'épouillage efficace, mais loin d'être infaillible. L'abondance de tiques est l'un des inconvénients des hautes herbes à la saison humide. Pour s'en débarrasser, les impalas ont besoin de renforts. Grâce à leurs griffes courbes et leurs ergots puissants, les pique-bœufs s'accrochent à n'importe quel animal. Ils atteignent ainsi des endroits qui lui sont inaccessibles. L'invasion permanente de ces passereaux est inévitable, mais pas toujours bienvenue. Tous leurs voisins ne sont pas aussi encombrants. Les babouins viennent souvent manger à proximité des impalas. Ils sont omnivores, mais mangent beaucoup d'herbes et de végétaux. Cette saison est un vrai paradis pour eux. Les petits se montrent très intrigués par leurs drôles de voisins. Autant qu'ils s'habituent très jeunes, car ils seront souvent amenés à cohabiter. Et cela pourrait bien leur sauver la vie. Les hautes herbes offrent une cachette parfaite à l'un des plus dangereux prédateurs de la vallée. Le léopard possède des pattes courtes et musclées qui lui permettent de ramper jusqu'à sa cible. Mais en restant soudés, les impalas et les babouins ont doublé leur nombre. Grâce à tous ses yeux et ses oreilles, la menace est vite détectée. In extremis, les babouins courent se réfugier dans les arbres.
Mais les impalas n'ont pas encore identifié le danger. Il est plus sûr de partir en éclaireur que de fuir une menace invisible. Ils ont repéré le prédateur. Le léopard ne peut plus compter sur l'effet de surprise. Il rebrousse chemin. Les impalas sont sains et saufs, du moins pour l'instant. La pluie a transformé le paysage dans la vallée. Pendant la saison sèche, ces ébéniers se dressent tels des squelettes dans la plaine dénudée. Désormais, ils ressuscitent sous les cris de centaines d'oiseaux, des tantalibis. C'est l'une des plus grandes colonies au monde. Les tantalibis reviennent chaque année se reproduire dans ces arbres. Ils se sont accouplés et s'affairent à la construction de leur nid. Ce sont de grands oiseaux d'1 mètre de haut, avec des ailes d'une envergure d'1,50 m. Alors, il leur faut un grand nid, de près d'1 mètre de diamètre. Et il ne se construit pas en un jour. Difficile de rester aérodynamique en transportant des branches aussi lourdes. Tous ces efforts ne servent à rien en cas d'atterrissage manqué. Lentement mais sûrement, voilà le secret. Le mâle et la femelle se partagent les tâches. Tous ces efforts physiques ouvrent l'appétit. Heureusement, les plaines inondées sont idéales pour profiter d'un repas bien mérité. Ils barbotent en eau peu profonde à la recherche de poissons et de grenouilles. Leur bec sensible réagit immédiatement au contact du poisson et se referme sur lui instantanément.
Une fois la pause déjeuner terminée, ces oiseaux besogneux retournent à leur corvée. La saison des pluies a régénéré la vallée. Il y a 3 mois, ce lagon n'était qu'un lit de boue séchée et craquelée. Aujourd'hui, il a été remplacé par de superbes marécages. Ces petits jacanas semblent être nés avec des pieds d'adultes. Leurs longs doigts leur assurent une meilleure emprise au sol, ce qui leur évite de se noyer parmi la laitue d'eau qui tapisse ces marais. C'est un peu comme marcher dans la neige avec des raquettes. Voici le père de famille. C'est lui qui fait tout le travail. Il a couvé les œufs et il a appris aux oisillons à trouver à manger quelques heures après leur naissance. Les petits sont vulnérables. Seuls 2 sur 4 ont survécu. Ils vont rester avec leur père pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se débrouiller seuls. En attendant, le mâle doit rester vigilant. Ces marais grouillent de prédateurs. Contrairement aux jacanas, d'autres oiseaux du lagon ne se sont pas encore reproduits. Les tisserins à tête rousse ont revêtu leur plumage de reproduction. Les plumes noires sur la tête n'apparaissent qu'à cette saison. Les mâles se préparent à fonder une famille. Chaque année, ils repartent de zéro et construisent un nid flambant neuf pour impressionner les femelles. La plupart d'entre eux en sont déjà aux touches finales. Mais il y a toujours quelques retardataires. Il leur suffit de cueillir un premier brin d'herbe et de sélectionner l'emplacement idéal. Tisser est loin d'être facile. Il faut à tout prix choisir des fondations solides. Ensuite, l'herbe doit être fraîche. Elle rétrécit et se resserre en séchant et consolide ainsi la structure. La concurrence est rude et les prises de bec sont fréquentes. Les oiseaux les plus expérimentés savent comment écarter leurs rivaux. Rien ne vaut une opération de sabotage pour éliminer un concurrent gênant. Néanmoins, avoir le plus beau nid ne fait pas tout. Pour séduire les femelles, il faut aussi avoir fière allure. Dès qu'une femelle approche de la colonie, elle déclenche une véritable frénésie chez les mâles.
Ils battent des ailes pour afficher leur couleur. Chacun veut lui montrer qu'il est le plus beau. Une femelle inspecte toujours plusieurs propriétés avant de choisir un partenaire. Elle finit par trouver le doublé gagnant, un nid solide et un mâle séduisant. Les mâles construisent le nid, mais ce sont les femelles qui se chargent de la décoration intérieure. Elles partent immédiatement chiner. Suspendre le nid au-dessus de l'eau est une idée judicieuse. Il est hors de portée de la plupart des prédateurs. Cette stratégie est utilisée par un autre habitant du lagon. Cette boule de mousse est le nid d'une grenouille. De minuscules têtards se développent à l'intérieur. Ils feraient un encas parfait pour les poissons et les coléoptères cachés dans l'eau. Ainsi perchés, ils sont en sécurité. C'est le seul coup de pouce que leurs parents leur ont donné, car ils les ont déjà abandonnés. Leur refuge n'est qu'éphémère. Au bout de 5 jours, les têtards deviennent trop lourds pour leur nid de mousse. Ils sont contraints de s'aventurer dans l'eau. Beaucoup seront dévorés, mais quelques-uns survivront et se reproduiront à leur tour. Début mars. Des gouttes de pluie perlent encore sur les hautes herbes. Il faut plus qu'une averse pour dissuader les lycaons de s'amuser. Même adultes, ces chiens sauvages se comportent comme des chiots. Ils tissent des liens très forts au sein de la meute et chassent toujours en groupe. Un couple dominant règne sur la famille. Mais l'agressivité n'est pas l'apanage des lycaons, même pour imposer leur autorité. Ils choisissent la soumission pour arriver à leur fin. Ils se chamaillent, se couchent et se roulent sur le dos comme des chiots. Ils partagent la nourriture et l'éducation des petits est une affaire de famille. Leur comportement grégaire est si développé qu'ils ne peuvent pas survivre à l'extérieur de la meute. Les lycaons sont des chasseurs accomplis. Ils s'organisent en groupe pour s'attaquer à des proies trop imposantes pour un individu isolé. Ils sont si efficaces que leur taux de réussite à la chasse est de 80%, comparé à 30% chez les lions. Pour l'instant, ces lycaons n'ont pas l'air d'avoir envie de chasser. Ils bercent d'illusions le troupeau d'impala. À l'heure de la sieste, ils semblent parfaitement inoffensifs.
Mais les apparences sont parfois trompeuses. Les lycaons peuvent changer d'attitude en quelques secondes. Pris par surprise, les impalas prennent la fuite et se dispersent. C'est une tactique de chasse, semer la panique et isoler une cible. Lancés à pleine vitesse, les lycaons peuvent atteindre 70 km/h. Les impalas courent plus vite, à 90 km/h. Mais leurs poursuivants ont de l'endurance. Une fois leurs victimes repérées, plus rien ne peut les arrêter. Dans la confusion, l'un des petits impalas est séparé du troupeau. Sa mère l'appelle. Mais le petit est trop loin pour l'entendre. Seul et perdu, il risque fort de terminer sa journée entre les griffes d'un prédateur opportuniste. Mais c'est sans compter sur un sens extrêmement développé chez les impalas, l'odorat. Des glandes odorifères sont cachées sous les touffes noires au-dessus des chevilles. Les impalas ont un saut très caractéristique. Leur impulsion les propulse très loin et très haut. Quand ils bondissent, les glandes de leurs pattes libèrent des particules odorantes. Cette piste olfactive leur permet de se regrouper après une dispersion inopinée. Le petit impala n'a plus qu'à suivre son flair. Et il retrouve la piste de sa mère. Au bord du lagon, la famille Jacana n'a pas eu la même chance. Malgré sa vigilance, le père n'a plus qu'un seul oisillon. Il semble encore plus aux aguets et va consacrer toute son énergie à protéger son dernier petit. Sur la rive opposée du lagon, un autre mâle se dresse tel une sentinelle.
Cette libellule tente de se rafraîchir sous le soleil de midi. Elle se dresse droite comme un I pour réduire la surface de son corps exposé au soleil. Un moyen efficace d'éviter la surchauffe. C'est aussi un bon moyen de montrer ses couleurs et de marquer son territoire. Les mâles patrouillent parmi les roseaux en lisière du lagon. Ils se disputent la meilleure place et s'affrontent dans un formidable ballet aérien. Leurs ailes, qui battent indépendamment l'une de l'autre, leur confèrent une agilité exceptionnelle. Ils peuvent rester suspendus dans les airs ou changer brusquement de direction et filer comme une fusée. Pour les femelles, il n'y a que l'emplacement qui compte. Elles choisissent toujours leur partenaire en fonction de la situation géographique de son territoire. L'heureux élu s'accroche à sa femelle. Il la grippe derrière la tête et elle courbe l'abdomen pour s'accoupler. Sa mission accomplie, le mâle regagne son poste d'observation. La femelle pond ensuite sur le territoire de son partenaire. Les deux parents ont joué leur rôle. Les œufs vont éclore et se développer dans l'eau, et des libellules adultes émergeront bientôt. C'est la fin du mois de mars. Il y a du changement dans l'air. Les averses sont de moins en moins fréquentes. La fin de la saison des pluies approche. Les petits impalas sont un peu plus autonomes chaque jour. Et les mâles pensent déjà à se reproduire. Ils se sont gavés d'herbes nourrissantes pendant des mois et sont au meilleur de leur forme. Les jeunes mâles atteignent leur maturité à cette époque de l'année et leur taux de testostérone monte en flèche. Les célibataires entrent en compétition pour s'approprier des territoires. Ils se préparent pour le rut annuel. Il ne commencera pas avant 1 mois, mais les mâles seront prêts. Ils laissent des messages odorants un peu partout sur leur passage pour marquer leur territoire et s'affirmer. Ils se pavanent et prennent la pose pour intimider leurs rivaux. La tension monte et les mâles se défoulent sur la végétation. Ils hument l'air à l'affût du doux parfum d'une femelle en chaleur. Et ils croisent le fer pour montrer leur force. Les mâles sont désormais prêts pour le moment le plus important de leur vie. Pendant le rut, ils seront si occupés à courtiser les femelles qu'ils cesseront de s'alimenter et s'affaibliront à vue d'œil. En attendant, ils doivent prendre leur mâle en patience. À cette saison, les zèbres aussi ont une montée d'hormones. Un mâle célibataire est en rut.
À 5 ans, il est prêt à fonder son propre troupeau. Mais pour cela, il lui faut une femelle. Et pour se l'approprier, il va devoir la voler. Il espère kidnapper l'une des pouliches de l'étalon. Plusieurs sont prêts à s'accoupler. Mais le mâle dominant voit clair dans son jeu. Il a lui-même volé une femelle à un rival pour fonder une famille. Il l'a fait plusieurs fois depuis pour agrandir son harem. Il est temps de remettre le jeune insolent à sa place. Leurs dents sont des armes redoutables. Grisés par la testostérone, les mâles semblent insensibles à la douleur. Viser les testicules est une tactique risquée. Mieux vaut éviter les pattes arrière de l'adversaire. Les zèbres sont plus forts que les chevaux et leurs ruades peuvent mettre à terre un mâle adulte. Les étalons s'en servent pour repousser les prédateurs. Ils peuvent tuer un lion d'un seul coup de patte. Le jeune mâle ne renonce pas. La force et l'endurance finissent par l'emporter. Le prétendant ne fait pas le poids face au tenant du titre. L'étalon est victorieux. Il a été blessé dans la bataille, mais son troupeau est intact. Chez les tantales ibis, la période d'installation touche à sa fin. Les nids sont presque terminés. Les femelles font les dernières vérifications d'usage. Elles n'acceptent le nid qu'une fois certaine que chaque brindille est à sa place. Celui-ci semble adéquat. Dans toute la colonie, les femelles prennent place dans leur nid. Elles sont prêtes pour la prochaine étape, pondre et couver leurs œufs. D'ici 1 mois, ils commenceront à éclore et la nouvelle génération viendra gonfler les rangs de la colonie. À l'approche du mois d'avril, la saison d'émeraude touche à sa fin. Les averses sont de plus en plus éparses et les petits ruisseaux cessent de couler. Mais la vallée reste verdoyante
et agréable. La nourriture est abondante, les plans d'eau sont généreux et la sécheresse n'a pas encore sévi. Pendant 3 mois encore, la vie sera douce pour les animaux de la vallée de la Luangwa.